France Culture, les matins d'été, Quentin l'a fait. 2 siècles après sa parution, le Comte de Monte Cristo est à nouveau adapté à l'écran. Le film de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière cumule déjà près de 4 millions d'entrées, propulsant la vente du roman d'Alexandre Dumas qui a déjà été réimprimé 3 fois en 2 mois. En creux de ce succès, se logerait-il le désir de plus en plus flagrant d'un divertissement romanesque? Que nous dit la vitalité de ce genre aujourd'hui et quel type d'horizon crée-t-il? Pour en parler donc, 3 invités. Mathieu Delaporte, bonjour. Bonjour. Vous êtes le co-scénariste et le co-réalisateur du Comte de Monte Cristo. À vos côtés, Blanche Cerchiglini, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des collections Folio Classique chez Gallimard. Et à vos côtés également, Tiffaine Samoyo, bonjour. Vous êtes directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, directrice du Centre de recherche sur les arts et le langage. Et pour commencer, comment est-ce que vous expliquez, Mathieu Delaporte, un tel succès? Est-ce que vous vous y attendiez? Près de 4 millions d'entrées déjà, c'est absolument incroyable. On s'y attendait pas, mais on l'espérait. On espère toujours que ça a marché. Et on avait vu que dans les premières projections du film, ça se passait très bien. Donc, les spectateurs étaient contents. Après, c'est toujours très mystérieux pourquoi les gens vont voir des films. Nous, on fait toujours une proposition. Après, est-ce que ce désir va rencontrer une envie chez les gens? Ça, c'est toujours très mystérieux. Même 2-3 jours avant la sortie d'un film, on ne sait jamais. Et là, c'est vrai que ça se passe merveilleusement bien. 2-3 jours avant, on ne le sait jamais, mais 2-3 jours après, on a peut-être des indices. Que vous disent les spectateurs? Qu'est-ce qu'ils ont apprécié? L'intrigue, l'aventure, les personnages? Oui, je pense que c'est un film qui renoue avec le romanesque, qui renoue avec le cinéma à grand spectacle, avec des grands personnages, des grands sentiments au premier degré. Et je pense que ça faisait longtemps, en fait, en France, qu'on n'avait pas ce type de film. Et je dis en France, c'est plus large que ça, puisque le cinéma hollywoodien aujourd'hui a tendance à se formater avec des suites, des super-héros. C'est Spider-Man 4, Deadpool 2, Star Wars, je sais plus combien. Et je pense que le spectateur a envie aujourd'hui de partir dans des histoires plus nouvelles, plus fraîches, avec des nouveaux héros et des grands sentiments. Je pense qu'on a tous besoin en ce moment j'allais dire d'ouvrir la fenêtre, mais du coup de s'enfermer dans la salle obscure du cinéma. Blanche Cerchiglini, est-ce que ce succès au cinéma sert la littérature? Est-ce qu'il sert le texte d'origine d'Alexandre Dumas? Est-ce que les spectateurs vont aller chercher, relire ou lire peut-être simplement ce texte? Oui, absolument. Le cinéma fait beaucoup de bien à la littérature classique parce que c'est un art populaire, c'est un art aussi collectif. On est ensemble dans une salle de cinéma et puis ensuite on rentre chez soi, on passe par son libraire et on achète l'œuvre pour en faire une lecture solitaire, plus approfondie. Et ça permet à un très large public, beaucoup à des jeunes aussi, je le crois, je l'espère, moi aussi, de renouer avec des chefs-d'œuvre de la littérature vers lesquels ils ne seraient pas allés peut-être naturellement, parce que ce sont des œuvres du passé, d'il y a 200 ans, écrites dans une langue qui est celle du 19e siècle. Et puis, le roman est quand même très, très gros, très, très foisonnant. Donc, il y a une forme, on est décomplexé grâce au film. Et ainsi, on peut aller mieux vers la littérature. Et on arrive déjà à mesurer ce lien, le succès du film, l'impact, j'allais dire, sur les ventes de livres et de classiques? C'est considérable. Ici, les ventes sont multipliées par 10 et ça va continuer comme ça tout l'été. Donc, par rapport à une période normale d'exploitation du livre en folio classique, le Comte de Monte Cristo est l'un des piliers de la collection. Dumas est l'un des auteurs les plus représentés dans la collection avec Balzac en nombre de titres. Donc, c'est un livre qui se vend toujours très bien. Mais ici, nous avons eu en exclusivité l'affiche du film en couverture du livre. Donc là, il y a un appel pour les lecteurs, pour les libraires aussi, à présenter ce livre. Et puis, voilà, à appeler sans doute les jeunes, sans doute un public qui n'a pas tellement l'habitude de lire des classiques, en leur disant, c'est pour vous, vous pouvez y aller. Et je crois que les lecteurs savent qu'ils vont passer un très bon moment, un très bon été avec cette lecture, parce qu'ils ont déjà passé 3 heures formidables en salle de cinéma, et puis ils vont reconvoquer leurs souvenirs à travers la lecture. Je voudrais vous faire écouter l'extrait d'une autre adaptation du Comte de Monte Cristo. Celle-ci date de 1979. Ayez pitié d'un misérable qui vous implore au nom du Christ. Votre fou furieux tourne à la dévotion. Qu'avez-vous à demander? Je demande quel crime j'ai commis, monsieur. Je demande qu'on me donne des juges. Je demande que mon procès soit instruit. Qu'on me fusille, je suis coupable. Allons. Êtes-vous convenablement nourri?
Quelle importance. Important pour moi. Pour la justice, pour le roi, ce qu'un innocent meurt pas enterré vivant, maudissant ses bourreaux. Mon cher ami, vous avez tout de même essayé d'assommer votre gardien, d'après ce qu'on m'a raconté. Arrêtez sans motif, j'étais devenu fou furieux. Et vous ne le seriez plus. Que je sois anéanti. Tellement longtemps que je suis ici. Mais il n'y a qu'un an et demi. Un an et demi. Même pas, monsieur, 17 mois. Vous savez pas ce que c'est que 17 mois pour un homme en prison. 17 mois pour un homme habitué au grand air de la mer, à l'espace, à l'infini. J'allais épouser la femme que j'aimais. Prendre le commandement d'un navire au milieu de ce jour le plus beau m'a précipité dans les ténèbres les plus affreuses. Ça sans tribunal, sans jugement. Je ne sais plus si elle m'aime. Le Comte de Monte Cristo, la version de 1979, réalisée par Denis de la Patelière avec Jacques Weber, dont on entendait évidemment la voix. Mathieu Delaporte, là on est dans un tout autre rythme de ce film que vous avez composé vous-même. Oui, tout à fait, mais c'est un film qui est cher à nos cœurs et surtout au cœur d'Alexandre, puisque c'est le père d'Alexandre, Denis de la Patelière, qui a réalisé le film en 1979. Et Alexandre, qui était un petit garçon, est allé sur le tournage et il en est revenu totalement émerveillé. Et je pense que ça a grandement participé à son envie de devenir metteur en scène. Donc c'est évidemment un souvenir dont on a beaucoup parlé, une adaptation dont on a beaucoup parlé, parce que le choix de Jacques Weber, qui était à l'époque un jeune acteur très impressionnant, grand et très fin, qui au fond ressemble un peu, on va dire physiquement, même s'ils sont très différents avec Pierre, mais c'est le choix d'un jeune Edmond Dantès. Et c'est vrai qu'en écoutant, on se disait c'est fou comme avec les années, et c'est pour ça que moi je trouve que c'est intéressant qu'il y ait des adaptations régulièrement, parce qu'au fond les adaptations ressemblent à notre époque aussi, on est habitué à des rythmes. Là c'est vrai, j'entendais les dialogues, je me disais c'est fou comme on parlait plus lentement, comme on prenait son temps, les respirations, et je pense qu'on est habitué aujourd'hui à quelque chose de plus dynamique. Le fait que même nous tous, je pense qu'on parle plus rapidement qu'on le parlait il y a 30 ans. Tiffaine Samoyo, l'attrait du Comte de Monte Cristo a toujours été réel, sincère, profond. Cette version de 1979, elle est évidente. On pense aussi à la version de 1998 avec Gérard Depardieu. Comment on explique ce goût français, j'allais dire, pour le Comte de Monte Cristo ? Oui, alors c'est un goût français, c'est un goût mondial, on va dire, on pourra y revenir. Donc ça n'est effectivement pas un nouveau héros, mais c'est un héros constamment renouvelé, en effet à chaque époque, comme le sont les héros classiques. Et effectivement, j'ai eu l'occasion de voir hier soir, par souci de comparaison, cette version de Denis de la Patelière, en m'interrogeant sur, en effet, cette dynastie qui redoublait un petit peu la dynastie Dumas, père et fils, parce qu'il faut savoir aussi que le fils a eu autant de succès à son époque que le père, même si aujourd'hui, le père est beaucoup plus populaire. Et j'ai été frappée également, alors même si c'est une série en 4 épisodes, et il y a une différence entre le traitement par série qui est forcément un tout petit peu plus lent par rapport au traitement en une seule pièce, qui oblige à des accélérations. Mais c'est effectivement frappant l'accélération du cinéma aujourd'hui, de l'action. Et alors c'est particulièrement intéressant parce que le romanesque peut se définir comme une accélération. C'est une accélération, une intensification du réel. Et donc là, on a comme une sorte d'intensification de l'intensification. Et donc, je pense que c'est particulièrement efficace de voir cela comme ça. Et donc, si on essaye de comprendre ce goût pour ce personnage, par rapport au super-héros, justement, vous en parliez, Marc Delaporte, de dire, bon, la différence, c'est que le super-héros, qui est un héritier, on va dire, quand même, de ces personnages, des héros du roman populaire du 19e siècle, qui se donnent des pouvoirs, qui portent des masques, qui sont caractérisés comme ça par une puissance métamorphique, c'est que les super-héros, ils s'inscrivent quand même dans une réalité vraiment parallèle. Alors que un héros comme le Comte de Monte Cristo, il intervient dans le réel. Alors, un réel modifié par la saturation d'événements, par l'excès de passion, par tout ça. Donc un réel modifié, mais qui est néanmoins encore inscrit. Donc c'est pas une évasion dans un monde parallèle.
c'est une évasion à l'intérieur de son propre monde. Et c'est une évasion dans une histoire qui commence précisément par une évasion et qui est une évasion de la prison vers la mer, ce que beaucoup de personnes aujourd'hui en France et ailleurs ont envie de faire. Hein. C'est donc, je pense que la sortie aussi du film juste avant les vacances est particulièrement propice et également dans une période où on a besoin de se changer les idées. Sur ce lien entre réel et romanesque, je voudrais vous faire entendre une voix, la voix d'un comédien qui d'ailleurs participe dans ce dernier film, Le Comte de Monte-Cristo. C'est une pièce qui touche beaucoup aux blessures de l'adolescence, à la peur, au complexe, vivre les choses par procuration parce qu'on n'ose pas les vivre soi-même, le grand sentiment, l'envie d'engagement, puis ce nez, on met ce qu'on veut dedans. Plus quand on voit les gravures du vrai Cyrano qui a existé, hein, il n'a pas un nez si démesuré que ça. Après, il a une vie très très complexe, le vrai Cyrano. Il est intéressant à investiguer. Et Rostand connaît la vie du vrai Cyrano. Il sait très bien ce qu'il fait. Je pense que chacun projette un complexe, une frustration, une humiliation. C'est pour ça que la pièce parle à tout le monde et qu'on continue à la jouer. Ouais. Laurent Lafitte au micro de France Inter qui parle évidemment d'une autre grande œuvre romanesque, Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand. Est-ce qu'on a là, Blanche Cerchiglini, la vérité au fond de la puissance du romanesque, à savoir on projette aussi ce qu'on est dans les histoires qu'on lit ou qu'on découvre et on projette une grande part de nos failles, de nos propres faiblesses? Oui, absolument. Ce qu'on est et ce qu'on voudrait être. Le plaisir du romanesque, c'est d'abord le plaisir de la vie par procuration. C'est ce pouvoir de la fiction qui nous permet de vivre d'autres vies que la mienne, pour le dire dans les termes d'Emmanuel Carrère. Donc, bien sûr, c'est d'abord le plaisir de la transgression. Je vis par la fiction ce que je ne vivrai jamais dans le réel. Et surtout, tous les interdits peuvent être transgressés parce que cela se fait sans mal, cela se fait dans l'espace de la fiction. Mais bien sûr, on projette aussi ce qu'on est, nos valeurs. Le parallèle entre Dantès et Cyrano de Bergerac, il est parfait. Ce sont deux hommes blessés. Ce sont deux hommes qui ont des failles, qui les exposent, qui les subliment. Et puis, bien sûr, dans les deux cas, il y a une forme de panache, pour reprendre l'expression de Rostand. Donc là, ce sont deux grandes figures françaises, on peut le dire, et c'est formidable que le film soit réalisé en France par des réalisateurs et scénaristes français. De même que tout le monde se souvient du film avec Depardieu. C'est pas du tout un hasard si Depardieu a incarné à la fois Cyrano et Edmond Dantès. Et chacun convoque ses souvenirs de lecture d'une part, mais aussi ses souvenirs de spectateur. Et là, il y a des strates, il y a un millefeuille mémoriel qui se constitue pour l'individu et qui est absolument extraordinaire. Je voudrais que vous puissiez revenir, Tiffaine Samoyo, sur ce que vous avez dit il y a un instant. Le romanesque, que c'est l'accélération du réel. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En quoi ce réel est-il accéléré, notamment, par exemple, dans Cyrano de Bergerac, mais même dans le Comte de Monte-Cristo? Alors, il y a une temporalité qui est très étendue dans le Comte de Monte-Cristo, qui est un peu accélérée d'ailleurs par le scénario du film, hein, puisque c'est une temporalité sur 25 ans, mais par l'effet de figures, de style, d'accélération, d'ellipse, etc. On a l'impression que le personnage vit à peu près 1000 vies pendant ce laps de temps. Et donc, il peut incarner aussi beaucoup de personnages, emporter avec lui plusieurs histoires, plusieurs générations, et donc ça c'est particulièrement frappant. Donc c'est ce nombre de péripéties, puis la possibilité aussi de constamment devenir autre, hein. C'est-à-dire que le personnage a une action sur le romanesque, hein, puisqu'il se transforme constamment en d'autres personnages. Donc il dit aussi, même si je suis d'accord sur le fait que la fiction, on vit des vies qui ne seront jamais les nôtres, mais non, je pense que la fiction a ce pouvoir de penser qu'on pourra véritablement vivre d'autres vies. Et le romanesque, c'est une catégorie... Vivre d'autres vies que la même, c'est aussi vivre plusieurs vies en même temps. Oui, ou avoir l'impression parfois que sa vie est un roman. Et le romanesque, c'est une catégorie qui transgresse les espaces. En fait, c'est pas une catégorie qui s'en tient au roman ou au film ou à la fiction. C'est une catégorie qui déborde très facilement vers le social, vers le psychique. La formule « ma vie est un roman » que peut-être
tout le monde a prononcé à un moment donné, parce qu'il nous arrive une aventure spécifiquement qui sort de l'ordinaire et qui trouve des modèles dans ces livres qui en donnent des versions particulièrement intenses, particulièrement saturées. Blanche Cerchiglini. C'est tout à fait juste, et ceci parce que Edmond Dantès est un narrateur. Il est un pourvoyeur de fiction extraordinaire. Il n'est rien à proprement parler. Il n'a pas d'identité, il n'a pas de prénom, il n'a plus d'identité. Il ne cesse de s'en inventer. Il crée son personnage et il échafaude lui-même ses propres plans et donc le tissu même du roman. C'est exactement ça. Il produit de la fiction, donc il est en un sens l'auteur. Il se crée lui-même, il se constitue à travers les masques, à travers les identités d'emprunt. Et ça, en effet, c'est tout à fait fascinant. Et il lui est arrivé une aventure romanesque, terriblement, tragiquement romanesque, cet enfermement pendant 14 ans, et il saura en faire quelque chose et la sublimer. Juste ajouter que effectivement l'auteur produit du romanesque, le personnage également, et par capillarité la lectrice ou le lecteur aussi. Et donc il y a cette espèce de pouvoir du romanesque de passer d'une catégorie à l'autre et de s'échanger finalement ce pouvoir. Ce qui est intéressant, si on parle du réel et du romanesque, c'est que le livre au départ est adapté d'un fait divers. Et Alexandre Dumas, qui lisait les Annales de la police, découvre l'histoire de François Picot, qui est l'histoire originale de Edmond Dantès. Et justement, qui est une histoire extraordinaire au sens où elle sort de l'ordinaire. Est-ce que le fait divers, d'ailleurs, est lui-même romanesque en tant que tel ? Il est ultra romanesque, puisque c'est quand même l'histoire d'un homme qui est envoyé en prison à peu près dans les mêmes circonstances que Edmond Dantès. Et c'est un homme qui va revenir pour se venger, car il a trouvé aussi de l'argent, et il va revenir sous forme de maquillage. Il est lui-même postiché, et en fait, à la différence, c'est que dans le fait divers, il les a tués réellement. Et c'est en ratant de tuer l'un des membres on va dire, des personnes pour lesquelles il voulait se venger, donc il est arrêté, qui a un récit, et donc que l'histoire nous est parvenue. Donc ce qui est intéressant, c'est que Alexandre Dumas, qui adorait les histoires et l'histoire, a vu cette histoire et a vu tout ce qu'il pouvait y mettre. Et il y a insufflé du romanesque, de l'imaginaire, les Américains disent bigger than life, mais c'est plus gros que la vie, plus grand, plus. Et je dirais qu'Alexandre Dumas était un bon exemple lui-même. C'était un homme qui avait une vie romanesque, qui avait des maîtresses, qui avait monté des journaux, des théâtres et tout. Et je pense qu'effectivement, c'est un concentré de vie. C'est tout plus rapide et plus. C'est-à-dire que c'est plusieurs vies en une. On va poursuivre cette discussion tous les trois, notamment approfondir ce lien entre réel et romanesque avec vous trois à partir de 8h20. Vous trois, c'est Mathieu Delaporte, Blanche Cerchiglini et Tiffaine Samoyo. Avant cela, on va s'attaquer aux préjugés grâce à nos amis comme chaque jour. Tout de suite. 7h, 9h, les matins d'été. Quentin l'a fait. Et l'on poursuit notre discussion sur la force, la puissance du romanesque dans le sillage du succès de l'adaptation au cinéma du roman d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte-Cristo, avec trois invités. Mathieu Delaporte, il est le co-scénariste, le co-réalisateur de ce film, Le Comte de Monte-Cristo, avec Blanche Cerchiglini, elle est directrice des collections Folio Classique chez Gallimard, et avec Tiffaine Samoyo, elle est directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, directrice également du Centre de recherche sur les arts et le langage. Et je voudrais vous faire réagir, Mathieu Delaporte, à un commentaire laissé sur Twitter, sur X, d'un spectateur du Comte de Monte-Cristo. Je le cite, « Je sors du film Le Comte de Monte-Cristo. Bon spectacle, excellents acteurs, ça ressemble à ce livre que j'aime tant. Mais pourquoi diable avoir changé les personnages, leurs racines, leur histoire et avoir inventé cette fin bien pensante et contournée ?» Fin de citation. Ce spectateur, c'est Pierre Moscovici. Est-ce que vous pourriez lui répondre ? Mais avec un immense plaisir. Le livre en édition Folio, je crois que c'est 1400 pages. Si vous le transformez en pages de scénario, vous êtes autour de 4000 pages. Une page, c'est une minute, on dit souvent. Une minute, donc il faudrait à peu près 100 à 400 heures de programme pour faire adapter le livre. Donc quand vous faites en 3 heures, ce qui est déjà pas mal, vous devez forcément, on voit quand on dit 4180, on voit bien qu'il faut faire des choix, il faut faire des raccourcis, il faut accélérer le récit. Surtout que je pense que c'est une accélération qui est pour le meilleur, c'est-à-dire que quand Alexandre Dumas écrit le livre, il l'écrit en feuilleton. C'est-à-dire que c'est comme quand vous regardez une série, quand vous êtes en saison 8, les auteurs peuvent se permettre de changer des choses de la saison 1 ou 2, puisque le spectateur ne s'en souvient pas.
Alexandre Dumas, lui, il passe son temps à transformer les personnages. Je prendrai un seul exemple, qui est Fernand Mondego, donc qui est le rival amoureux de Dantès. Il est caractérisé au début du livre comme un pêcheur catalan analphabète de 20 ans. Et 15 ans plus tard, on le retrouve, il est général, pair de France, donc c'est une des plus grosses institutions de l'armée. Il est considéré comme un aristocrate, c'est un homme qui a toutes les richesses, toutes les puissances. Dans le roman, il s'en sert parce que, et moi je pense, c'est que je pense qu'Alexandre Dumas il crée un personnage au début, puis ça l'encombre. Il dit qu'est-ce que je vais faire de ce type donc. Alors ils s'en débarrassent, ils le transforment. Donc en fait, il le transforme en 2 pages. Il dit au gré de la guerre, des personnages pouvaient changer radicalement et et qu'il te fait d'un pêcheur un général et ça pose pas de problème. Quand vous faites une adaptation, vous avez le choix entre le pêcheur et le général en fait. Vous vous dites soit je garde le pêcheur du début jusqu'à la fin, soit je fais le général au début. Et nous, on a décidé de faire de Fernand un militaire dès le début pour justifier le fait que, justement, il est général à la fin. Et quand Edmond Dantès s'en prend à ses institutions, il s'en prend à la justice avec le procureur de Morcerf, il s'en prend au général de Morcerf et il s'en prend à l'argent au banquier d'Anglars. Donc ça, c'est un exemple, par exemple, de changement. Ensuite, pour ce qui est des changements de la fin, moi, je trouve que notre fin est super, mais parce que, sans vouloir divulgacher le livre et le film à ceux qui l'ont pas vu et lu, dans le roman, à la fin, moi, je trouve que il termine avec Haïdé dans le roman. C'est-à-dire qu'au fond, il finit sa vie avec une femme qu'il a élevée comme sa fille, qui est une esclave. Et je trouve que ce n'est pas à la hauteur du romanesque et du romantisme du livre. C'est-à-dire que je trouve beaucoup plus beau que l'histoire d'amour soit concentrée entre Edmond Dantès et Mercédès. Et au fond, cette histoire d'amour, parce que Edmond Dantès est un des grands héros romantiques de la littérature française. Je trouve que cette fin, d'ailleurs, que la plupart des lecteurs oublient, c'est amusant de voir quand vous parlez avec des gens qui, pourtant, même ceux qui aiment beaucoup le livre, quand vous rentrez dans les détails, en particulier la deuxième partie, les gens ont filtré, ils ont oublié cette histoire. Parce que je pense que c'était pas justement ce qu'il y avait de mieux. Blanche Cerchilini, justement pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, est-ce que les lecteurs, les spectateurs sont attachés au romanesque, à l'histoire patrimoniale des choses, c'est-à-dire au livre, au monument, ou vraiment au texte, au contenu, à l'histoire dont ils ont souvent le souvenir, parfois lointain, parfois moins? Je crois qu'il y a un certain conservatisme du souvenir. On est toujours très attaché à ce qu'on a connu, découvert, aimé étant enfant. Mais c'est justement la liberté totale du créateur, du recréateur et du co-auteur que vous êtes, Mathieu Delaporte, vis-à-vis de Dumas, que de prendre des libertés. Dumas lui-même s'inspirait de Shakespeare et il a pris des libertés. Donc ça, c'est le propre des classiques, que d'être des œuvres finalement toujours disponibles, toujours là, dans notre collection patrimoniale, dans notre mémoire. Et puis, à un certain moment, des auteurs s'en emparent, y ajoutent leurs pattes, et puis y ajoutent notre lecture de l'actualité. Vous parliez de la fin que je trouve, moi aussi, excellente, parce que elle permet une transmission générationnelle. Ça en est fini de la génération des pères, on passe à la génération des fils. Ça en est fini du cycle de la vengeance, et on en vient au bonheur personnel, et les deux jeunes partent ensemble. Donc, bien sûr, pour des raisons de valeur morale contemporaine, ce n'était pas possible de faire partir Dantès avec la jeune femme, mais ça apporte quelque chose qui nous renvoie aussi à notre monde contemporain et qui prouve que cette grande œuvre de Dumas de 1844 est extraordinairement moderne. Et avec ces mots superbes de la fin, attendre et espérer, qui sont d'ailleurs dans le texte originel de Dumas. Tiffaine Samoyo, une réaction? Oui, alors c'est vrai qu'il y a des moments qui frôlent l'invraisemblance dans le roman de Dumas, mais néanmoins, cette question des changements d'identité, elle est révélatrice d'un moment historique, celui où est écrit le livre, de très 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 grande instabilité, je dirais morale, politique également, et où tout est possible. C'est-à-dire qu'on a vu, Dumas a vu, et toute son époque avec des personnes fuir, perdre leur nom, perdre leur fortune, les retrouver par miracle, passer de la Révolution à l'Empire, de l'Empire à la royauté. Donc il y a cette espèce d'instabilité profonde qui fait que ces changements d'identité, ces transformations de pauvres en riches, de riches en pauvres, de bons en méchants et inversement, sont des choses qui sont aussi courantes. Alors elles sont là encore augmentées
par le romanesque, mais elle nous rappelle aussi que le romanesque, le besoin de romanesque se fait sentir dans ces périodes de grande instabilité où les personnes sont inquiètes, se posent des questions sur leur identité. Et je crois que, mais alors malgré les raccourcis que vous avez été obligés de faire, je trouve que le film en témoigne néanmoins. Je dirais juste sur la fin, on peut discuter aussi le choix, c'est-à-dire que je le comprends très bien et il fonctionne évidemment très bien dans le livre. Vous accentuez un aspect du roman qui est que les femmes sont du côté du pardon. C'est peut-être ce que Pierre Moscovici voulait dire lorsqu'il évoquait la bien-pensance. Peut-être que c'est ce qu'il veut dire. En tout cas, vous êtes contraint, mais aussi par le souci de faire une œuvre unitaire, d'accentuer cet aspect-là qui, évidemment, dans le roman du 19e, se comprend très bien. C'est-à-dire que les hommes sont du côté des extrêmes, de l'action, de la vengeance et de la violence. De la vengeance, de la violence, d'une forme de bloc, voilà. Alors que les femmes... tout en ayant du caractère, parce qu'aussi bien Mercedes qu'Haïdé en ont, à la fois dans le livre et dans le film, néanmoins sont là pour apaiser justement les extrêmes, ce qui fait aussi le romanesque, c'est-à-dire la puissance de ces extrêmes. Hein. Et donc, et je trouve que la fin de votre film accentue cet aspect-là, et que peut-être on pourrait imaginer une adaptation contemporaine qui donnerait peut-être plus de pouvoir en fait à ces personnages féminins. Un droit de réponse, donc, Mathieu Delaporte. Oui, non, parce que il se trouve que ce qui est intéressant, c'est la place des personnages féminins dans le livre. Donc on a donc réduit beaucoup, forcément. Mais par exemple, le personnage de Mercedes a plus de scènes dans le film que dans le livre. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est beaucoup plus présent, même si on pourrait évidemment souhaiter qu'elle le soit plus. Mercedes, donc, qui est la promise, la fiancée d'Edmond Dantès. Qui est la fiancée d'Edmond Dantès, qui donc pense qu'Edmond Dantès est mort et donc se remarie avec le rival d'Edmond Dantès, qui est Fernand de Morcerf. Et il se trouve que dans le roman, elle a relativement peu de scènes. Elle a des scènes très marquantes qu'on a toutes gardées, d'ailleurs, qui sont toutes dans le film. Et on en a rajouté une qui n'est pas dans le livre. Et après, les personnages, cette effectivement séparation entre les hommes qui sont on va dire, dans une violence physique et les femmes qui sont dans une violence. Après, ce qui est particulier, c'est que dans le roman, il y a d'autres personnages, comme ces personnages qui empoisonnent, qu'on n'a pas mis. Donc, effectivement, on a enlevé. Mais c'est vrai aussi qu'on a, nous, voulu garder dans l'adaptation. Et je ne veux pas divulgacher à ceux qui n'ont pas vu le film. Mais il y a plusieurs trajectoires de vengeance dans le film, comme dans le livre. Il y a au fond 4 trajectoires de vengeance dans le film. Il y a le personnage d'André, il y a le personnage d'Angèle, le personnage d'Haïdé et le personnage d'Edmond Dantès. Donc il y a 2 hommes et 2 femmes. Et c'est vrai que de par les parcours, les 2 personnages féminins renoncent à la vengeance, l'une par amour et l'autre parce qu'elle découvre un enfant. Tiffaine Samoyo, la question qui est posée, que vous posiez d'ailleurs en creux, me semble-t-il, c'est comment construire aussi un personnage de roman, un personnage romanesque. C'est souvent un personnage archétypal où s'entrechoquent en lui-même le bien et le mal, des grandes notions, des grands dilemmes. Dans ce cadre-là, comment fonder des personnages finement écrits? C'est quoi un personnage fin de roman, justement, au-delà de la caricature? C'est précisément que le temps du roman ou le temps de l'histoire, parce que ça peut être dans un film, ça peut être dans une pièce de théâtre, comme je le disais tout à l'heure, la catégorie de romanesque est très plastique et elle n'est pas réservée au genre du roman. Eh bien, il y a une durée et une possibilité de transformation de ces personnages. Et ça, c'est la force du personnage d'Edmond Dantès. C'est un personnage qui, au début, est un jeune idéaliste, un peu naïf, et puis qui, progressivement, se transforme non seulement par des métamorphoses concrètes, réelles, tout au long du roman, mais se transforme psychologiquement et se transforme aussi au contact des autres. Et donc, c'est ce que je suggérais tout à l'heure dans cette contiguïté, si vous voulez, du rapport entre le réel et le romanesque. C'est-à-dire que la complexité, elle naît dans l'évolution des personnages, dans le temps qu'on leur laisse. Elle naît aussi de la rencontre, de la micro-société que les personnages forment entre eux et qui parfois échappe aux créateurs, aux créatrices. Il y a quelque chose qui se passe de manière presque autonome et qui transforme ces personnages. Mais il y a aussi de l'archétype et c'est aussi ce qui plaît dans le grand romanesque. C'est parce qu'il y a aussi de l'archétype et qu'on est rassuré par cet archétype qu'on a l'impression aussi que la vengeance, c'est aussi une manière de faire justice dans un monde qui ne l'est
l'est pas, et je pense que il y a une puissance consolatrice de l'archétype. Au point que cette puissance de l'archétype a conduit un certain nombre de critiques à distinguer entre deux types de romanesque et finalement à genrer aussi le romanesque. D'un côté, le romanesque de l'aventure, qui serait plutôt viril et masculin, et puis de l'autre, un romanesque sentimental, un romanesque de la passion, qui serait plutôt féminin. Et comme par hasard, ce romanesque sentimental a conduit à discréditer la notion de romanesque, parce que il y a aussi beaucoup d'écrivains qui s'opposent au roman romanesque, cette catégorie de roman romanesque qui finalement est discrédité pour son invraisemblance, son caractère passionné et excessivement sentimental. Est-ce que l'attrait que suscite Edmond Dantès, Blanche Cerquigligny, ne repose pas aussi sur le fait qu'il devient peu à peu un être totalement immoral, qu'il assume entièrement sa vengeance et que son but unique est de servir ses propres intérêts? Absolument, ça c'est un des grands plaisirs du romanesque, ce côté quand même. ange noir, absolument jouissif. Et ça, oui, le côté anti-héros. Edmond Dantès n'est pas sympathique. Alors Pierre Ninet est magnifique, mais il est plus ou moins mutique pendant tout le film, assez désagréable, il faut bien le dire, assez hautain, sarcastique, assez désagréable avec Mercedes qui veut renouer avec lui. Il donne des ordres, c'est un homme qui donne des ordres. Donc ça, évidemment, c'est fascinant. Et évidemment, ça, c'est encore un des pouvoirs de la fiction et du romanesque, c'est-à-dire de nous permettre de faire cette transgression. Donc à la fois, on rêve d'être Cyrano, à la fois, on rêve d'être D'Artagnan, et puis on rêve un peu d'être Edmond Dantès. Alors, rêve-t-on de rencontrer ou d'épouser un Dantès? Je ne sais pas. À titre personnel, j'aurais aimé quelques scènes un tout petit peu plus incarnées et charnelles avec Pierre Ninet, mais je crois que vous avez eu raison d'en faire un être du silence, du mutisme, de l'intériorité, ce qui correspond tout à fait à l'idée de héros romantique qui est celle de la génération de Dumas, c'est-à-dire des hommes pris par ce mal du siècle, cette impossibilité à se situer, à trouver une place dans la société. C'est aussi un roman et un film qui parle de cela. Comment trouver une identité, comment trouver sa place. C'est aussi un roman qui se passe au moment de la Révolution industrielle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait des Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires, ça décrit la fin d'une époque. En fait, c'est la fin des chevaliers, de l'aristocratie, des gens qui naissent avec des titres et qu'il faut passer leur vie à le mériter. Au fond, le Comte de Monte Cristo, et c'est pour ça, je pense que c'est aussi un roman qui est beaucoup adapté. C'est un roman très moderne, on pourrait même dire postmoderne, parce que c'est un héros qui est totalement égoïste. Il n'est absolument pas Robin des Bois, il découvre un trésor, ça fait de lui l'homme le plus riche du monde, il ne distribue pas cette fortune, il ne fait pas le bien avec cet argent. C'est un justicier de sa propre cause. Ce n'est pas du tout... C'est pas tout à fait un justicier. Oui, mais c'est-à-dire qu'il rétablit la justice, qui est la justice, le fait que des hommes n'aient pas été condamnés, donc il la rétablit. Mais ce n'est pas un homme qui veut inverser l'échelle sociale, ce n'est pas un homme qui distribue sa fortune, ce n'est pas un homme qui fait le bien. C'est un homme qui est totalement concentré sur ses propres objectifs, et c'est en ça que c'est un héros très contemporain, parce qu'il raconte aussi notre époque, qui est une époque où le dieu est l'argent, et la puissance maximum, c'est celle de l'argent, qui au fond raconte la société industrielle, et notre société est toujours celle-là. Ce qui est intéressant, c'est que le personnage de Edmond Dantès, donc qui devient Monte Cristo, c'est un homme sans frontières, il a voyagé dans le monde entier, il a le pouvoir de l'argent, et au fond, il va s'attaquer à l'armée, à la justice et à la banque, et donc aux trois piliers de la société de l'époque, et il le fait avec effectivement une détermination absolue. Je voudrais qu'on parle pour la fin de cet échange des fins justement des histoires romanesques et des romans. On a le sentiment, quand on regarde le Comte de Monte Cristo, quand on le lit, qu'il décrit une tranche de vie. C'est-à-dire souvent un roman, c'est une histoire d'amour, le moment d'une vie d'un personnage, la séquence d'une aventure, et on ne sait pas ce qui se passe après. Dans l'éducation sentimentale, par exemple, ça se termine en disant « Frédéric connut d'autres amours ». Et puis voilà, après, chacun imagine ce qu'il voudra. C'est un peu la même chose dans le Comte de Monte Cristo. Dans le film, on le voit partir sur les flots, vers l'horizon, et on ne sait pas ce qu'il adviendra. Qu'est-ce que ces fins racontent, Tiffaine Samoyau, du romanesque même ? Oui, son caractère assez inépuisable. C'est-à-dire, d'ailleurs, il y a eu énormément de suites qui ont été données du Comte de Monte Cristo. Cette possibilité finalement de poursuivre dans la réalité l'aventure qui s'est jouée sous nos yeux en tant que lectrice, lecteur, spectatrice, etc. Et d'où la force aussi pour le romanesque du genre de la série aujourd'hui, mais
toute proportion gardée, à l'époque de Dumas, du feuilleton. C'est-à-dire, il y a toujours un cliffhanger, et ce cliffhanger, en fait, ce point de suspense, il est suspendu entre la fiction et l'existence. Le romanesque donne un certain pouvoir aux lectrices et aux lecteurs, et donc c'est ça qui implique son succès aussi. Jean Cherki-Glini, ça indique au fond que la fin, le pouvoir de l'imagination n'est jamais, jamais révolu. Absolument. À la fin du conte de Monte Cristo, finalement, tout commence. Attendre et espérer. Dantès va enfin vivre sa vie, la vie qu'il s'est donnée, qu'il s'est choisie, qu'il a pour une part usurpée, en effet. Enfin, la vie qu'il s'est construite. Et donc là, le roman se termine. Donc, au bout de 1400 pages, finalement, tout reste à faire. Et en effet, on est renvoyé à notre pouvoir infini de lecteur et aussi d'adaptateur. Tout commence, on peut écrire la suite. De même que d'ailleurs, dans bien des romans du 19e siècle, à la fin de Madame Bovary, on a ce sentiment que c'est clos par le suicide, mais on peut tout à fait imaginer, et j'aimerais d'ailleurs qu'un romancier écrive la vie de la fille d'Hébin et Charles. Et ça a été fait. Très bien. Et bien voilà, puissance des réadaptations et des réécritures. Et ça, c'est formidable. Il y a toujours un fil narratif dont le lecteur peut s'emparer et qu'il peut tirer. Attendre et espérer, Mathieu Delaporte. Ce qui est intéressant avec les adaptations et les suites, c'est que quelque part, Alexandre Dumas, de son époque, n'était justement pas du tout un homme très conservateur. C'était un homme qui disait on peut trahir l'histoire à condition de lui faire des beaux enfants. Et il a en permanence, lui, transformé l'histoire, la grande histoire, en changeant les faits historiques. Il a de son vivant adapté ses livres en pièces. Il a autorisé des suites, il a autorisé des prequels, il a autorisé la vie indépendante de personnages, car c'était un homme qui aimait les histoires. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un besoin d'histoire dans des périodes de confusion, des périodes compliquées. Au fond, depuis que l'homme est homme, depuis qu'il y a la Bible, on a besoin d'avoir des histoires qui nous racontent les choses, d'avoir des personnages qui nous aident à traduire l'époque. Et au fond, Dumas était un passionné d'histoire, c'est-à-dire que lui-même n'était pas du tout attaché aux choses comme ça de façon conservatrice. Il aimait que les personnages de fiction continuent à vivre. Merci beaucoup à tous les trois. C'était passionnant de vous entendre, de vous écouter sur la force du romanesque et sur ce livre et ce film, Le Comte de Monte Cristo. Mathieu Delaporte, je rappelle que vous êtes co-scénariste, co-réalisateur du Comte de Monte Cristo. Blanche Cherki-Glini, directrice des collections Folio Classique chez Gallimard, et Tiffaine Samoyo, directrice d'études de l'École des hautes études en sciences sociales, directrice du Centre de recherche sur les arts et le langage.